Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette 19e édition du Café de l'Histoire de la CIM. Et ce matin, nous sommes très heureux, très honorés de recevoir deux membres éminents de l'association du Musée des familles DMK. D'une part, Elisabeth Nallet-Dollfus. Alors, vous êtes petite fille et arrière-petite-fille de président de la CIM, hein, Émile et Jean Dollfus. Et d'autre part, Marc Ritson-Thaler, vice-président de l'association DMK, descendant pour sa part d'Antoine Etnig, d'Olga Quéclin, et Marc est également un membre très actif du groupe de travail d'histoire de la CIM. Ensemble, nous avons décidé de consacrer cette 19e édition à deux figures importantes mulhousiennes, Jean Quéclin d'une part et Jean Dollfus de l'autre. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce choix et quel est le lien de parenté, le degré de parenté entre les deux, puisqu'effectivement, on a affaire à deux proches parents. Alors, on va peut-être commencer juste par présenter un peu pourquoi ce choix par l'association Dolphus Smith et Quéclin. C'est une association qui a été fondée au début du XXe siècle. Les statuts ont été déposés en 1920, elle a été créée un petit peu avant, qui avait pour objectif de rassembler un certain nombre d'objets, d'éléments, de souvenirs des familles Dolphus Smith et Quéclin. Et c'est donc un certain nombre de collections. Ces collections, on va les retrouver au musée historique où il y a une salle. On va les retrouver au musée de Westerlin où elles ont servi aussi à mettre en place une salle on va aller au musée à Westerlin. Et on va les retrouver aussi dans un petit peu toutes les expositions de Mulhouse où on va toujours avoir la probabilité d'avoir des pièces de cette collection. Un deuxième objectif de cette association était de cultiver l'esprit de famille, d'avoir le lien. Donc, nous organisons des rencontres entre les familles. Nous essayons de garder le lien avec cette diaspora de ces familles qui est distribuée dans le monde entier et de les ramener à Mulhouse de temps en temps. Et enfin, des actes de mémoire, c'est-à-dire faire en sorte que on n'oublie pas la contribution que les Dollfus, les Mille, les Quéclin et un certain nombre d'autres familles ont apporté à Mulhouse. Ça, c'est donc, et l'acte de mémoire, il y a en particulier une opération que l'association DMK a menée ces 2 dernières années au cimetière protestant de Mulhouse, que Elisabeth va vous introduire rapidement. Voilà, effectivement, vous voyez sur la gauche de votre diapo la photo de deux monuments qui sont un peu à l'abandon. Et je vous invite à regarder bien la chapelle Jean-Dolphus. On voit de l'herbe qui pousse sur le toit. Donc, cette image n'était pas du tout, ne correspondait pas du tout à la personnalité des gens qui sont inhumés dans ces tombes. Et Mémoire mulhousienne nous a incité fortement à rénover ces tombes, ce qui rejoignait tout à fait la demande de certains membres de notre association. Nous nous sommes donc lancés d'abord auprès de nos familles pour savoir si le financement pourrait suivre. Et il y a eu une belle réponse, un bel élan familial qui a ensuite été répercuté beaucoup plus largement par les pouvoirs publics. En général, je les citerai tout à l'heure. Et nous avons pu, en avril 2023, comme vous le voyez, lancer cette opération avec l'aide de la Fondation du patrimoine et donc des autres acteurs publics. Et nous sommes aujourd'hui en juin 2024 et vous pouvez voir la différence entre les deux monuments. Et nous voulons aujourd'hui non pas insister sur la beauté de ces monuments au cimetière, mais sur l'importance des personnes inhumées et l'hommage que nous voulons leur rendre à travers cette restauration. Ce n'est pas pour faire de la pierre, mais pour faire de la mémoire en fonction de nos statuts que nous voulons le faire. Voilà. Et donc, pour rebondir à la question de Oui, Régis, quand même pour lui répondre, on se les liens demandait également quel familiaux. était le lien familial entre les deux. Voilà, les liens familiaux. Jean Quéclin était de la deuxième génération après la fondation de l'industrie à Mulhouse. L'indiennerie à Mulhouse a été fondée par Samuel Quéclin, Jean Ridolfus et Schmelzer. Jean-Jacques Jean- Schmelzer. Schmelzer. Voilà.
Et Georges Tételin était le fils de Samuel Tételin. Donc c'est la deuxième génération, c'est tout au début. Il a épousé Climène Dollfus ou Cléopha Dollfus, qui était elle-même la tante de Jean Dollfus. Et Jean Dollfus était le fils de Daniel Dollfus et de Anne-Marie Migue, donc c'était le petit-fils des fondateurs. Merci, merci pour ces précisions. On comprend bien comment ils sont liés. Maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir brièvement, Marc et Elisabeth, sur ces deux personnages? Quels sont leurs points communs? Quelles sont les grandes étapes de leur carrière? Peut-être d'abord Elisabeth. Oui, donc on a vu que Jean Quéclin était devenu l'oncle de Jean Dolphus, puisqu'ils ont quand même quelques années d'écart, plus de 50 ans d'écart, et ils sont nés tous les deux l'année même où leur père a fondé une entreprise importante. Jean Quéclin en 1748, non, 46 effectivement, euh, avec la première manufacture que vient de citer Marc, et Jean Dolphus avec la fondation de DMC en 1800. Ils sont, ils sont protestants comme tous les Mulhousiens à l'époque, ou presque, puisque la ville de Mulhouse avait été fondée sur cette religion. Et ils sont devenus francs-maçons plus ou moins tardivement, mais en 1809 avec la loge de la Parfaite Harmonie. Je laisse la parole à Marc pour parler justement de l'entreprise qui est le point commun très On a fort. affaire à deux entrepreneurs, absolument. Voilà. Voilà, alors deux entrepreneurs à deux époques différentes. Jean Quéclin a d'abord repris l'entreprise de son père, et puis ensuite il a eu d'autres expériences, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il a été à Vesserlin, où il a beaucoup travaillé à Vesserlin, puis il a créé une entreprise d'indien à Nancy, et puis ensuite il est revenu avec ses enfants à Mulhouse. Jean Dolphus, c'était la génération suivante, c'est-à-dire c'était vraiment le développement, enfin, la partie, le déploiement de cette industrie, et donc c'était vraiment DMC, mais il y a vraiment une continuité dans l'entreprise textile, et l'entreprise textile dans la partant et alors et revenant dans la région mulhousienne. Euh, Quelles sont Alors, les grandes étapes de leur carrière respective? Alors pour Jean Quételin, il a d'abord commencé à travailler, à reprendre l'entreprise de son père avec ses frères. Ensuite, il a essayé de s'en éloigner. Parce qu'il imaginait que pour développer l'industrie, il fallait aussi du commerce. Et donc, il a créé une école de commerce à Mulhouse qui a fonctionné pendant quelques années, où il a accueilli un certain nombre de gens dans le but de former les jeunes industriels ou les familles des industriels pour commercialiser, pour acquérir de nouvelles techniques aussi, pour créer des réseaux euh, et donc déployer euh, cette industrie. Ensuite, il a été appelé par Pierre Dollfus. Pierre Dollfus était son beau-frère. Euh, euh, le coup, il a été appelé à Vesserlin. Pierre Dollfus dirigeait des Vesserlin à cette époque-là, et c'est le moment où Vesserlin est devenu manufacture royale. Il faut rappeler qu'à cette époque, la Mulhouse ne dépendait pas, n'était pas française, et Vesserlin était française. Donc en fait, de Vesserlin, il y avait une porte d'entrée vers la France, et à Mulhouse, il y avait la technique et l'expertise, puis ils avaient commencé 30 ou 40 années avant à faire de l'indiennerie. Donc il est allé à Vesserlin, où il a dirigé les laboratoires de couleurs et d'impression. Après Vesserlin, lorsque les gros sont arrivés à Vesserlin, il est parti à Nancy, et puis finalement il est revenu à Mulhouse avec ses enfants, ou Nicolas Quételin, dont on parle très souvent. Nicolas Quételin était son fils, et on parle souvent de Nicolas Quételin, ou Daniel Quételin, qui était un peu dans les fondateurs de la CIM, était aussi là. Et puis, il avait eu 20 enfants. Donc, chacun de ces 20 enfants a eu une place et a créé des choses dans l'industrie.
Elisabeth, par rapport à Jean Dolphus, peut-être que tu peux aussi expliquer un peu son parcours. Oui, alors Jean Dolphus a été l'héritier effectivement assez relativement rapidement de son père qui est mort en 1818. Et c'est André Quéclin qui était le gendre de Daniel Quéclin, fondateur de DMC. C'est André Quéclin qui a pris la tutelle sur l'entreprise DMC avec sa mère, excusez-moi, avec, euh, avec la veuve Anne-Marie Mig Dollfus. Et Jean Dollfus, à l'époque, était trop jeune pour pouvoir participer vraiment à cet héritage. Et il a fait sa formation, lui, dans le commerce à Hambourg, notamment. Et il est petit à petit, il a pris donc à partir de 1826 avec ses frères le leadership sur DMC et sa manière de gouverner enfin, et de gérer, de manager, on dirait aujourd'hui, l'entreprise l'a conduit à rester seul et un petit peu mettre ses frères qui ont eu des apports très importants sur, pour l'entreprise. Daniel, qui est connu pour les glaciers, pour ses études sur les glaciers, a aussi eu des contributions techniques très importantes, notamment son frère Émile a été, lui, attiré par la politique et est devenu maire et s'est un peu désintéressé de l'idée. Donc, on voit que Jean Dolphus, au départ, s'est donc préparé à sa mission, a eu une gestion très forte de DMC et surtout, ce qui est intéressant, et ça rejoint Jean Quéclin sur ce plan-là, ils ont tous les deux participé à une évolution industrielle très importante et ils n'ont pas été aveugles, ils ont été très sensibles à tout l'impact de cette irruption de l'industrialisation sur la population et sur tous le changement complet d'organisation sociale que cela impliquait. Et donc, c'est sur cette fibre sociale que Jean Dolphus a continué. Et nous en parlerons, nous verrons plus tard comment il l'a fait. Mais il s'est aussi intéressé à la politique, à l'économie et à la politique un petit peu plus tardivement en devenant député protestataire au Reichstag. Mais j'ai été peut-être un petit peu trop longue et je rends la parole. Il y a manifestement, quand on vous écoute, une complémentarité très très forte, malgré les différences d'âge et malgré un certain nombre de différences de profil qu'on a bien compris. Il y a indéniablement une complémentarité entre les deux, si on vous suit bien. Une complémentarité, une continuité qui a fait que, en fait, vous connaissez tous cette image de Mulhouse, on voit un petit peu comment Mulhouse s'était développé au 19e siècle, et en fait, Jean Quéclin puis Jean Dolphus ont été des acteurs majeurs qui ont permis cette évolution. Et donc, dans leur complémentarité, euh, on peut dire que à eux deux, ils couvrent 140 années d'industrie. Et quelles 140 années? C'est les années où Mulhouse est passé d'une toute petite ville à une ville qui était le fleuron industriel français et européen dans le textile, hein. Jean Quéclin a plutôt participé au début, au développement, a posé les fondations, a amené des apports techniques. Et puis après, Jean Dolphus, lui, a contribué beaucoup plus au développement et à la diversification de l'industrie. En termes de complémentarité, on peut dire que euh, l'un était plutôt le créatif. Jean Quéclin se présentait comme un artiste, même s'il avait des responsabilités très importantes et un impact très important sur la création des entreprises. Même lorsqu'il s'est inscrit pour présenter des produits à l'exposition universelle, il s'est inscrit en tant qu'artiste. Et donc, pour lui, la création, l'artiste, les couleurs étaient quelque chose de très important.
Pour Jean Dolphus, on pourrait plutôt voir que c'était l'organisation qui était la chose qui était la plus marquante, donc la créativité, l'organisation. Et comme Elisabeth l'a mentionné, il a été très impliqué dans les parties sociales, la Somco, les congés de maternité, maison de retraite, toutes ces innovations sociales de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais il a aussi été impliqué dans le développement du traité de libre-échange. Là, je vais laisser Elisabeth peut-être expliquer un petit peu sa contribution et dans la politique. Elisabeth, tu veux expliquer un petit peu sur Jean Dolphus, c'est... Euh, oui, enfin, le traité, je reprendrai juste pour laisser du temps pour le reste. Le traité de libre-échange, il a apporté les situations concrètes aux négociateurs du traité, ce traité s'était préparé en secret parce qu'il allait à l'encontre des idées reçues du patronat de l'époque. Et Jean Dolphus était très convaincu de la nécessité du libre-échange et il a soutenu ce projet. Il a été associé aux discussions préalables. On rappelle peut-être que le traité de libre-échange, c'est 1860 et c'est Napoléon III qui passe ce traité aux grandes dames, effectivement, d'un certain nombre d'industriels, notamment du textile. Donc, on a vraiment affaire voilà, un oncle, un neveu très, très complémentaires. Je crois que vous aviez représenté ça sous la forme d'une frise chronologique également. Voilà. Oui, voilà, Qui donc permet vraiment de baliser complètement le 19e siècle, en fait. voilà. C'est ces 140 années dont on parlait. Et on voit un certain nombre d'évolutions hein, qui ont marqué ce 19e siècle. Et on voit que et Georges Klein et Jean Dolphus ont vraiment contribué et ont été présents durant toute cette partie-là. Mais oui, juste une petite remarque, on est passé donc de la fabrication de tissus imprimés à une industrie complète, une industrie textile complète. Et c'est ça qui est intéressant de voir que progressivement, le champ d'intervention s'est élargi et le champ de clientèle s'est élargi puisque c'est devenu le monde entier. Euh, la question que j'aurais envie de vous poser maintenant, et la suite. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à transmettre? Quel est leur héritage finalement à ces deux personnages, je dirais tant au niveau familial, au niveau de leur descendance, que au niveau du territoire? Alors je vais commencer, puis Elisabeth continuera. Je vais commencer juste en rappelant ce qui était le point qu'on n'a pas traité sur l'image précédente, la partie familiale. Jean Quéclin a eu 20 enfants, et parmi ces 20 enfants, tous ont eu un impact marquant. Euh, Jean Dolphus a aussi eu une famille nombreuse, je crois que c'était 7 ou 8 enfants, mais il a plutôt marqué sur l'aspect social et les transformations sociales de Mulhouse. Pour Jean Quéclin, les deux personnes qu'on met en avant peut-être aujourd'hui et qui sont remarquables et aujourd'hui, c'est Daniel Quéclin-Chiouche, qui était un chimiste de renommée. Certains écrits disent que c'était probablement l'ingénieur ou le chimiste le plus renommé à Mulhouse au moment du début de l'industrie. C'était vraiment une pointure. Et c'est lui qui a vraiment amené tous les Mulhousiens dans une démarche scientifique et technique pour développer l'industrie. Nicolas Quéclin, on ne le présentera plus, mais c'était un multi-entrepreneur, un Elon Musk du 19e siècle, peut-être plus raisonnable d'ailleurs, mais il a fait le chemin. Il a fait d'abord une entreprise très florissante, hein, son entreprise textile était très florissante, et puis il a eu des aventures politiques, des aventures du chemin de fer. Il a vraiment été dans plein d'activités. Pour Daniel Quetelin, un de ses
point marquant, c'est la création, enfin les procédés chimiques qui ont permis de créer le rouge d'Andronikov, dont on voit un extrait à droite. Donc c'était vraiment quelque chose de très technique. Euh, des points marquants, j'ai mentionné la modestie un petit peu de Jean Tétlein avant, en disant qu'il se présentait comme artiste, simplement. Hein. Euh, cette modestie ou cette réserve, on la retrouve, je pense, chez Daniel et chez Nicolas aussi d'ailleurs. Chez Daniel, il a toujours été un petit peu opposé au dépôt de brevet, c'est-à-dire qu'il voulait que les innovations techniques, les innovations scientifiques permettent le développement de l'industrie de manière générale, pour qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre, et non pas à un privilège individuel. Pour Nicolas Tétlein, il y a aussi cet engagement au niveau du chemin de fer, où il a développé le chemin de fer sur ses fonds propres, sans imaginer ou sans prendre de participation sur les recettes futures du chemin de fer. Il s'est ruiné pour mettre en place le chemin de fer. Donc c'était vraiment quelque chose où il pensait au bien commun avant de penser à son bien individuel et aux revenus qu'il pourrait tirer de ses inventions, qu'il pourrait tirer de leur invention, de leur travail. Merci Marc. Le temps passant, je me tourne vers Elisabeth pour Jean Dolphus. Alors, je vais faire rapidement. Oui, Jean Dolphus, oula. Euh, Jean Dolphus a eu donc plusieurs facettes, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'actualité de son œuvre encore aujourd'hui, avec la photo que vous voyez en bas des cités ouvrières qu'il a commencé, dont, dont il n'est pas l'inventeur du tout. Il n'a jamais été inventeur, Jean Dolphus. Il a été exploiteur de bonnes idées. Et donc, c'est important de retenir cela. Et la maison de retraite de Gaisbull est une illustration parfaite de l'actualité encore aujourd'hui des réalisations qu'il a faites. Sur la médaille que vous voyez à droite, pardon, que j'ai retrouvée par hasard entre deux livres dans la vieille maison familiale, et qui date de 1884, il y a résumé les principales facettes de Jean Dolphus. Manufacturier, on en a parlé, il a géré DMC de manière avec une poigne de fer et pendant toute sa vie de manière très claire. Économiste, c'est le traité de 1860 dont on a parlé tout à l'heure. Et les cités ouvrières, c'est tout son volet social et, auquel on peut rajouter les femmes en couche, les bibliothèques, toutes les œuvres sociales qui sont très importantes et qui sont précurseurs. C'est ça qui est intéressant et son patriotisme, puisque en 1877, il a été élu député protestataire au Reichstag. Et ça illustre bien la manière de faire de Jean Dolphus, qui arrive un petit peu sur le tard, mais après avoir réfléchi, après avoir intégré les idées nouvelles dans le contexte de l'époque, et avoir convaincu tout le monde d'œuvrer ensemble pour fonder des choses qui ont été durables. Voilà, je m'arrêterai là avec Merci. l'image du cher et vénéré concitoyen à la fin de sa vie. Voilà. On notera au passage que tous les deux ont eu une longue vie et une nombreuse descendance. C'est ça, 4 générations de descendants pour Jean Queclin, 60 ans de mariage pour Jean Dolphus, Mais sont des oui. choses peu courantes à l'époque. Voilà. Il y a deux anecdotes pour Jean Tétlein. Il y a cette anecdote est représentée ici. Il est mort à 90 ans. Et donc, on disait que, il va dire à un bébé qui pleurait, ma fille va dire à ta fille que la fille de sa fille pleure, pour bien montrer, en fait, la chance qu'il a eue de voir plusieurs générations après lui. Une autre histoire un peu croustillante, c'est quand il était à Vesserlin, c'était le moment de la Révolution française. Il y avait des gens qui participaient à des réseaux pour faire échapper des gens recherchés par les révolutionnaires pour les envoyer vers la Suisse. Et donc, quelqu'un s'était réfugié vers lui, dire chut, secret, voilà. Et elle dit, mais venez manger à la maison, vous dormez à la maison, vous mangez à la maison et vous partez, on vous emmène en Suisse demain matin. Et la personne arrive à la maison et il voit une table avec 22 personnes. Elle dit, oh diable, j'ai été trahi. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste ma famille.
Pour Jean Dolphus, Elisabeth, tu peux peut-être Elisabeth, mentionner oui, les 60 ans de 60 ans de mariage, c'est mariage. quand Ouais, même ouais. incroyable. En plus, fêter ça en Oui, public. donc les 60 ans de mariage ont été fêtés très très largement à Mulhouse. Il avait fêté déjà les 50 ans de mariage, mais en Suisse et plus discrètement. Mais là, pour les 60 ans de mariage, c'était vraiment l'apothéose. Alors, dans quelle mesure est-ce que Jean Dolphus était un communicant superbe et avait organisé ça tout seul? Je pense qu'il y avait quand même une vraie reconnaissance pour son rôle de patriote dans cette Alsace qui était allemande à l'époque, puisque c'était en 1882, et qu'il y avait une vraie reconnaissance aussi sociale de son rôle et de son apport, qui explique que toute la ville était pavoisée pour fêter ses 60 ans de mariage et qu'il y a un superbe recueil de témoignages euh, sur ces noces d'or, ces noces de, je sais plus quoi, 60 ans, fêtées vraiment par toute la population, y compris par des délégués de Belfort, qui à l'époque étaient en France, qui sont des usines de Belfort qui sont venues avec un certain nombre d'ouvriers qui avaient opté pour la France à l'époque. Voilà, mais c'est une iconographie Une, très, très... une dernière question, puisque l'heure tourne malheureusement, et si on veut laisser un petit peu de place pour une ou deux questions. Pour terminer, quel est le message que, avec ces restaurations, vous entendez laisser? Et qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue qu'on voit sur l'image de droite? Alors, merci de la souligner, Régis. C'est effectivement une histoire intéressante. Nous voulons, par ce Café de l'Histoire, rendre compte du bel élan familial qui est élargi, qui est nettement élargi, qui a permis ces restaurations, dont vous voyez le résultat sur la tombe de Jean Quéclin et le haut de la chapelle Jean Dolphus. Et donc, nous voulons remercier tout le monde et particulièrement donc, la communauté européenne d'Alsace, la ville de Mulhouse qui, qui effectue les travaux en plus d'une aide financière et tout le prêt, et nous voulons leur donner l'image de cette lumière bleue qui est venue à notre corps pour la chapelle Jean-Dolphus. Et je voudrais les remercier aussi les équipes du cimetière de Mulhouse. L'auteur de cette restauration, cher Bérich, m'a précisé que en faisant les restaurations, ils avaient trouvé un éclat de verre bleu. Et donc, ils ont décidé de reprendre cette couleur bleue pour réparer la vitre c'est une petite vitre qui est en altitude sur les côtés de la chaîne. Il voulait reprendre cette lumière bleue pour donner la tonalité originale. Et c'est un message intéressant de nouvel éclairage, justement, dont nous n'avions pas connaissance du tout, et qui nous invite à regarder autrement ces hommes et ces femmes qui sont inhumés dans les tombes. Marc, quelques mots de conclusion également de ton côté? Ben, je ne peux que vous inviter à faire une petite promenade dans le cimetière protestant et d'aller admirer ces restaurations, ou de venir vous joindre à nous lorsque nous ferons l'inauguration de ces nouveaux monuments le 13 octobre, je crois, hein. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste 3-4 petites minutes pour des questions et n'hésitez pas donc via le chat à les poser. Euh, nos deux intervenants sont là pour y répondre. Alors peut-être que je vais me lancer avec une première question, ça débloquera peut-être les choses. Quelles sont les autres initiatives en cours en ce moment de l'association le Musée des familles DMK? Oh là 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 là. Il y en Alors, a oui, quantité. oui, il y en a plusieurs. On est assez actifs. Alors, on va déjà rappeler la fresque qu'on avait mis à l'entrée du kilomètre zéro à Mhm. Mulhouse. On l'a vu plus tôt dans les présentations, qui retrace un peu l'aventure du chemin de fer et de Nicolas Quéclin.
Nous avons contribué beaucoup à la mise en place du nouveau musée, d'écomusée industriel à Vesserlin, dans le château rénové. Donc nous avons contribué sur la partie mobilier, la préparation d'une salle et sur la partie un petit peu préparation de l'histoire. Et puis, en regardant vers le futur, on va avec, dans le cadre des festivités des 200 ans de la société industrielle, on va essayer aussi de prendre notre part et en particulier d'essayer de rassembler toutes les familles de ces créateur, fondateur, président de la société industrielle, pour une grande rencontre lançant les festivités des 200 Très ans de la bien. CIM. Cette rencontre est prévue pour le 25 octobre 2025. De belles perspectives. On a une question 18 de octobre, Madame. 18 octobre 2025. On a une question de Madame Herbelé. S'il vous plaît, Madame, posez votre question. Allez-y, votre micro est ouvert. Ah, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Si, Moi, ouais, je allez-y. précise, hein, pour répondre à une question à la question de Régis aussi, que nous avons en chantier deux livrets sur Jean Quéclin et sur les Quéclin inhumés et Jean Dolphus qui pourront paraître pour justement honorer leur mémoire et rester sur cette idée de faire connaître ces gens. Très bien, merci de. Madame Herbelé? Non? Alors, une question de Madame de Bismont que je me permets de poser. Gonal de Bismont, descendant de Quéclin-Schwarz, je me demandais pourquoi l'orthographe de la famille Dollfus change tellement, deux L, deux S, et pas celle des Quéclin. Bon, alors, je peux vous répondre simplement que ça dépend beaucoup de l'état civil qui peut se tromper et les deux S ont été ajoutés souvent au moment de l'Alsace allemande et que pour nous, il y a toujours deux L et puis qu'il y a quelques variantes avec un L qui s'explique peut-être par des évolutions familiales. Non, mais il n'y a pas de... La norme, c'est ce qui apparaît, deux L et un S. Merci pour cette précision. Et pour les Quéclins, il y a probablement moins de variables, de variantes possibles. Euh, Quoique en Suisse, on va trouver des hauts trémas quelquefois aussi. Donc, Très bien. Ben, en l'absence d'autres questions, n'hésitez pas, voilà, à en poser le cas échéant. Ne voyant rien venir, en l'absence d'autres questions, je me permets de vous remercier tous les deux pour cette édition des Cafés de l'Histoire vraiment, vraiment très intéressante, qui nous a permis voilà, de remonter dans le temps et de prendre la mesure de l'action de ces deux hommes. Et je vous invite toutes et tous au prochain rendez-vous, notre prochain rendez-vous, 20e Café de l'Histoire, qui aura lieu à la rentrée. Et Marc, tu parlais de Vesserlin tout à l'heure. Eh bien, ce 20e Café d'Histoire sera consacré à Vesserlin et ça sera l'occasion de donner un coup de projecteur au magnifique travail de restauration qui a eu lieu ces derniers mois et qui a conduit à l'ouverture, enfin à la rouverture du musée et du parc. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.